Au-delà de l'actualité spéciale fin de l'année, Madame, Monsieur, vous savez, à chaque fin d'année, il faut faire une évaluation, le bilan de l'année finissante et puis faire des projections à venir par rapport à la marche du pays notamment. Et nous recevons pour vous ce soir Maître Richard Bondo. Il est locuteur politique. Avec lui donc nous allons analyser l'actualité de la République démocratique du Congo, faire des analyses, un bilan par rapport à la marche du pays. Bonsoir, maître. Bonsoir, maman Gisèle. Mes vœux le meilleur. Je vous les réciproque, maman. Alors, maître, la fin de l'année oblige. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin du mois de décembre, à quelques heures de la nouvelle année 2022. Maître Richard Bondo, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pays va bien? Est-ce que les Congolais peuvent dire aujourd'hui que nous avons fait un bon choix d'élire ou de choisir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, comme président de la République? Merci beaucoup, madame, de la question. Le bon choix, oui. Tous les Congolais sont d'accord. Après 2 décennies de médiocrité, l'expression nous a été donnée par le très regretté archevêque de Kinshasa, Monseigneur Monsengo, le cardinal. Après 2 décennies de médiocrité, il était temps que celle-ci dégage. Et nous l'avons dégagé, fait dégager, elle est partie, mais la médiocrité avait laissé le pays dans un trou abyssal. Et comme, vous savez, le président Mitterrand disait, il faut donner le temps au temps, le régime ou l'administration Tshisekedi mérite que nous lui accordions du temps. Pour couvrir les trous. Pour rabibocher les trous, le trou abyssal, et faire décoller le pays. Il faut encore combien de temps, maître Richard? Non. Parce qu'il y a déjà 3 années passées, hein, les mandats du chef, c'est 5 ans. Il faut encore combien d'années? Parce qu'il reste que 2 ans. 2 ans qui restent, c'est peu, c'est beaucoup. 3 ans qui sont passés, c'est peu, c'est beaucoup. Ce serait une lâcheté pour moi de dire, si nous n'avons pas tout réussi, c'est à cause, c'est parce que, il ne faut pas de justification ou des justificatifs qui marquent notre lâcheté. Nous avons pris le pouvoir pour gérer le Congo et répondre aux attentes du peuple. Mais le président de la République n'est pas un devin. Seul, il ne peut rien, mais avec l'appui du peuple, il peut tout, disait le maréchal Mobutu. Pourquoi? C'est que la volonté du président de la République ne suffit pas. Il faut les ouvriers sur terrain. Ce sont ces ouvriers qui ont manqué au président de la République. 3 ans durant. En commençant par le gouvernement de Ilunga Ilunkamba. C'est un gouvernement qui n'était pas là pour faire la volonté du président de la République, pour exécuter le programme du président de la République. Mais c'était un gouvernement qui répondait au plan machiavélique de la Kabylie. Heureusement que le président qui avait promis de déboulonner la Kabylie a réussi à dynamiter ce régime. Et maintenant, aujourd'hui, il a les mains libres, mais seulement, comme je le disais, il manque au président des ouvriers conscients de leur travail, de leur mission. Alors, maître, je vous comprends bien, c'est-à-dire que d'abord le chef était bloqué avec le FCC. Aujourd'hui, vous voulez dire qu'entendez par là, vous manquez des ouvriers, c'est-à-dire qu'il est mal entouré.
Lui-même le reconnaît. Lui-même le reconnaît. Il a dit que le travail ne se fait pas correctement. Mais qu'il sanctionne. Oui, mais ce n'est pas lui qui doit sanctionner. Quand l'IGF amène des détourneurs, la justice, vous avez vu cette justice où des fois elle se déclare incompétente, des fois elle accorde à tour des bras des libertés provisoires au moment où il ne le faut pas. Donc le président, il est certes magistrat suprême, mais il n'est pas là, il ne peut pas être partout. Lui seul, il n'a pas la faculté d'ubiquité pour être partout en même temps. Mais tout retombe sur lui, hein. Oui, c'est ça le problème. C'est lui d'un secteur à un autre. C'est lui qui doit. Le peuple lui demande des comptes. Oui. C'est vrai, parce que dans notre régime ici semi-présidentiel, le président a les manettes. Maintenant, comme il ne peut pas être partout, il y a la séparation des pouvoirs. Ceux qui pillent le pays, c'est la justice. Parce que l'IGF fait son travail. La Cour des comptes, comme elle sera réactivée, le président a promis, je crois que les deux là, et l'IGF et la Cour des comptes, pourront faciliter la remise du pays sur les rails. Et ça, c'est la perspective de demain, 2022, disons dès 2022, il faut que la Cour des comptes fonctionne. Et l'IGF, en synergie avec la Cour des comptes, je crois que le peuple pourra voir un peu le bout du tunnel. Alors, Maître Richard, on reste dans ce secteur parce que vous êtes un homme de droit. Alors, le secteur, vous avez parlé de l'IGF qui fait bien son travail, l'IGF qui dénonce, et puis c'est la justice avec des arrestations. Et après, ils sont en prison, ils ne purgent pas la peine, ils sortent. Il y a des cas qui sont les gens. Vous ne voyez pas que dans ce secteur-là, il y a un peu un échec et tout retombe sur la tête du chef? Non, c'est le pouvoir judiciaire qui est faible. Faible à cause de ces animateurs inconscients. Parce que nous sommes dans une démocratie avec la séparation des pouvoirs. La justice, selon l'article 149 de la Constitution, alinéa 3, est rendue en République démocratique du Congo au nom du peuple. Mais est-ce que les décisions répondent aux attentes du peuple? Par exemple, cette décision où la Cour constitutionnelle se déclare incompétente alors que les textes sont clairs. Les textes sont clairs pour dire, parce que je suis maintenant relayé, j'étais le premier juriste congolais à démontrer que la Cour constitutionnelle avait menti au peuple congolais pour dire qu'elle était incompétente de juger un ancien Premier ministre. Et je l'ai démontré, c'est un problème de grammaire française simplement. Et tout le monde m'a donné raison avec cette conséquence que l'article 99 aujourd'hui est sur toutes les lèvres. J'étais le premier à démontrer que si pour 30 jours après on est déjà ancien Premier ministre, lorsqu'on n'a pas fait la déclaration de patrimoine, on dit c'est la Cour constitutionnelle qui juge le Premier ministre lorsqu'il n'a pas fait 30 jours plus tard après son départ, il n'a pas fait la déclaration de patrimoine à la Cour constitutionnelle. Pourquoi la Cour constitutionnelle est saisie du Premier ministre après son départ, 30 jours plus tard? Est-il toujours Premier ministre ou c'est un ancien Premier ministre? Je lis l'article 99 de la Constitution. C'est une disposition longue qui parle de la déclaration de patrimoine du président de la République, du Premier ministre et des membres du gouvernement. Mais au dernier alinéa, écoutez ce qu'il dit. Dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration de patrimoine, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon le cas. Pourquoi on dit selon le cas?
C'est parce que pour le président de la République, après son départ, pour le Premier ministre, après son départ, c'est la Cour constitutionnelle. On dit ou la Cour de cassation. Pourquoi? Parce que les membres du gouvernement, les ministres, sont eux justiciables de la Cour de cassation. C'est cette disposition qui met fin à la polémique, disons, au faux arrêt. Un arrêt mensonger de la Cour constitutionnelle, au terme duquel on déclare, urbi et orbi, qu'un ancien Premier ministre cesse d'être justiciable de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un mensonge au peuple qui ne passe pas. Du moins pour nous qui sommes des vrais juristes, parce que nous disons, les bons juristes restent comme les médecins de la République. Alors, Maître Richard Bondo, tout ce que vous avez dénoncé là, la Cour a menti, tout ce que nous avons vu autour de la justice, on a vu un Willy Bakonga qui était en prison, il est sorti, le ministre de la Justice a demandé qu'il puisse retourner, mais jusque-là, il n'est pas retourné, on a vu avec l'affaire Vital Kamere. Vous voyez que tout cela retombe sur le chef de l'État et au nom de la séparation de pouvoir, il doit rester sans rien dire, sans dire mot par rapport à ces dossiers. Il ne peut pas agir. Non, il doit rappeler à l'ordre le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que le gestionnaire du pouvoir judiciaire, selon l'article 152, alinéa 1er de la Constitution, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Or, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature donne indique clairement qui sont les gestionnaires de ce pouvoir judiciaire. Ils sont à 8. Ils sont à 8. C'est le président du Conseil de la Cour constitutionnelle avec son procureur général. C'est le premier président de la Cour de cassation avec son procureur général. C'est le premier président du Conseil d'État avec son procureur général. C'est le premier président de la Haute Cour militaire avec son auditeur général. Voilà les 8 personnes qui gèrent le Conseil supérieur de la magistrature, avec le permanent, le secrétariat permanent, bien sûr. Alors pourquoi il ne rappelle pas à l'ordre les chefs? Mais je crois que le président l'a dit dans le message à la nation, il a dit, vous devez dire le droit, certes, mais le bon droit. Et là, il faut maintenant les hommes de qualité. Il a dit à la télé? Oui, il l'a dit, mais non. Au message à la nation, il s'adresse au peuple ou à la nation que lui est seul représentant. Mais qui s'adresse directement à la Cour, vous avez parlé de... La Cour, le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Oui, mais je crois que tous étaient là. Étaient au palais. Ils ont entendu comme tout le monde. Non, ils étaient là. Je crois que il y a des choses, quand le président traite avec eux, je crois que ils ont des réunions interinstitutionnelles et je crois qu'il doit les avoir rappelés à l'ordre. Alors, par rapport à l'année qui débute, et ça sera peut-être on tend vers la fin du mandat du chef, s'il faut faire des suggestions par rapport à ces secteurs de la justice, qu'est-ce que vous direz? Moi, je crois que la justice, comme la Bible le dit, élève une nation. Nous ne pouvons pas sortir de la médiocrité totalement si nous n'avons pas si nous ne changeons pas de paradigme. C'est-à-dire, la réforme de la justice ne se limite pas au contrôle ou ne se limite pas à la patrouille financière de Alinguetti ni à la Sénaref. Ce qu'il faut faire, c'est renforcer le pouvoir de l'inspecteur général des services judiciaires, avec ce que j'appelle la caméra judiciaire. C'est-à-dire, dès qu'on prend l'affaire en délibéré, l'inspectorat est informé et le juge est condamné de respecter le délai de prononcer. Parce que la corruption se joue entre
le jour de prise en délibéré et le jour du prononcé. Ce temps-là, les corrupteurs marchent avec l'argent. Alors, il faut ce qu'on appelle la caméra judiciaire. Pourquoi? Parce que le président, l'inspecteur général du service judiciaire, avec ses services, peut rappeler comme lampe témoin à une chambre donnée pour dire vous avez le devoir de prononcer dans 8 jours. Est-ce que vous l'avez fait? Vous ne l'avez pas fait, ils doivent des justifications. Et si les justifications ne sont pas plausibles, il faut les traduire devant la chambre de discipline. Et ça, jusqu'à la Cour de cassation, au Conseil d'État. Pourquoi? Parce que les magistrats sont comme des électrons libres aujourd'hui. Pourquoi électrons libres? Parce que leur budget de fonctionnement est bouffé par les membres du bureau. Vous avez suivi un procureur général, le procureur général de Matete, de Kinshasa Matete, près la cour d'appel de Kinshasa Matete, qui vous dit, pour un stylo, un papier, il faut que le PNUD intervienne, il faut que la MONUSCO intervienne, il faut que le HCR, l'UNICEF interviennent. Nous sommes dans quel pays là? Alors que le budget est voté. L'article 38 de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature indique clairement qu'il y a un budget de fonctionnement et un budget de rémunération. Ce budget est inséré dans le budget national par qui? Par le conseil, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature qui envoie le budget au gouvernement pour l'intégrer. Donc ce qui est discuté comme budget au Palais du Peuple, dans les 2 chambres, dedans, il y a un budget de fonctionnement du pouvoir judiciaire et un budget de rémunération des magistrats. Mais même alors, ce qu'ils font aussi, dans le secteur qui est le mien, la justice, c'est que on arrête avec l'éparpillement des salaires des magistrats dans les banques de la mafia ici. Nous n'avons pas de banque commerciale, mais nous avons une seule banque nationale, c'est la caisse d'épargne. Il faut qu'on oriente le paiement de tous les magistrats distinctement à la caisse d'épargne. Pourquoi? Parce qu'avec l'éparpillement dans les différentes banques commerciales, vous avez le même grade. Votre collègue qui touche à X banque, au lieu par exemple d'avoir 1600 $, il va toucher l'équivalent, disons, de 1590. Mais un autre touche 1595. Ces débats-là ne sont pas justifiés. Ce sont les banques disent c'est leurs agios, mais pourquoi? Nous avons le même grade. Moi, je suis logé à Robank, je touche moins que vous, qui êtes logé par exemple à Tembe ou à Equity Bank BCDC. Donc, c'est pour cela que moi je préconise ici que ça soit la caisse d'épargne. Parce que là, les agios qu'on va payer à notre caisse d'épargne seront le même taux. C'est-à-dire, si tous nous avons le même grade, c'est Cadeco qui nous paye, ça sera le même salaire. Donc moi, je suis votre collègue, par rapport à mon grade, si j'ai 1600 $, j'ai mes 1600 $. Là, par exemple, vous avez, au lieu de toucher 1600, vous touchez 1595, moi je touche 1590, l'autre touche parce qu'il est dans une autre banque, la banque des Nigériens ou des Camerounais ici, ou des Libanais ici,
des banques qui ne sont pas des banques classiques orthodoxes, des banques quelconques là. Hein? Voilà, et là, tout le monde, chacun a son taux de ces agios. Moi, je préfère que ça soit canalisé à la CADECO. Une uniformisation de salaire. Alors, ça, c'était les secteurs. On peut trouver. Alors, c'était les secteurs. Il faut aussi que le contrôle soit confié à 3 organismes. Par exemple, l'IGF, la Cour des comptes. Et puis, un autre service aussi, notamment l'inspectorat. Pourquoi? Prenons par exemple que une mission de contrôle au tribunal de grande instance de Goma est envoyée par la Cour de cassation. Quand la délégation arrive à Goma, la Cour d'appel, la grande instance jusqu'au tripé, doivent se cotiser pour prendre en charge la délégation. Ça doit cesser. Parce que quand ils partent, la délégation part de Kinshasa, elle part en mission officielle, avec tous les frais de déplacement, de logement, de séjour. Mais lorsqu'elle arrive, elle veut contrôler. Mais ces gens se sont cotisés, remettent à la délégation 50 000 $, 20 000 $. Quel type de contrôle cette délégation déjà achetée? On lui achète une vache, on lui achète des sacs de pommes de terre, de tout ce qu'il y a à Goma là-bas. Corruption, hein? Oui, mais c'est la corruption. Alors, en prenant un secteur, maître Richard Bondo, comme je disais, nous avons dit tout au début, c'est un peu l'évaluation de l'année. Sur le plan sécuritaire, nous avons vu avec les opérations, hein, état de siège. État de siège, oui, à l'est. L'armée ougandaise qui est même là. Est-ce qu'on peut dire que ce secteur a marché? Est-ce que les groupes armés, avant et après, y a-t-il pas de multiplication? Quelle est votre lecture? Malgré quelques couacs, c'est l'expression populaire de nos frères et sœurs de ce coin-là qui importe. Moi, j'ai vu des députés qui sont les représentants du peuple, des sénateurs de ce coin, saluer la vertu de l'état de siège et même l'implication de l'armée ougandaise. Mais les tueries continuent. Oui. Excusez-moi, madame, nous ne sommes pas dans une guerre classique. Même dans les... Vous savez, président Mitterrand était au Stade de France. Président Hollande. Mais lorsqu'on a fait Charlie Hebdo et tout ça, c'est des pays où la sécurité, c'est à une virgule près. Mais ça arrive parce que c'est une guerre, comme on dit, une guerre asymétrique. Mais ces gens, moi je suis votre visiteur, je voudrais faire exploser cette salle, mais vous m'avez reçu comme invité. Vous ne m'avez pas contrôlé. Et puis je déclenche ma ceinture et tout ici brûle. Ce n'est pas ça. C'est un incident qui est arrivé, mais vous y attendiez le moins. Mais c'est ça, cette guerre-là. Mais généralement, nos frères et sœurs de l'Est sont d'accord avec le chef de l'État, sont d'accord avec le gouvernement, sont d'accord avec nos forces armées. Avec l'état des sièges, avec l'arrivée des forces ougandaises. Oui, avec l'arrivée des forces ougandaises. Mais vous savez pourquoi, madame, moi je dis ceci. Le président de la République a prêté le serment dont le dernier engagement est d'être fidèle serviteur du peuple. Lorsque le peuple dit qu'il est d'accord avec le président de la République, qui suis-je moi pour dire que l'état de siège a échoué alors que nos frères et sœurs de ce coin-là applaudissent l'état de siège? Ce qui arrive, c'est des petits incidents, bien sûr que c'est quand même
des situations où nous avons les gens vous parlez des petites les pertes en vies humaines, mais généralement, le peuple lui-même sait que ce qui arrive, ce ne sont que des incidents passagers. Les gens meurent, vous parlez des incidents passagers. Non, je sais que les gens meurent, ça fait très mal. Même une personne ça fait très mal. Je ne minimise rien. Je ne minimise rien, ça fait très mal, surtout moi qui suis défenseur de notoriété internationale, défenseur des droits de l'homme. Je dis que ça fait très mal, mais par rapport à une décennie de tueries massives, il y a lieu d'espérer et de croire. Alors s'il faut améliorer dans ces secteurs, s'y prendre autrement en 2022, vous direz quoi? Non, là, les questions sécuritaires ne se décrètent pas sur un plateau de télévision. Je crois que ceux qui sont spécialisés dans ce secteur, c'est-à-dire les stratèges de tous nos services de renseignement, doivent se mettre ensemble. Même s'ils sont compartimentés. Oui, allez-y. Même s'ils sont compartimentés ou cloisonnés, mais ils doivent, parce que c'est dans l'intérêt de la République, ils doivent coaliser toutes leurs méthodes de travail et avoir des renseignements même dans les pays voisins pour connaître qui sont les ennemis de la République et les dépister et puis les neutraliser. Mais ça, c'est des stratèges de la République qui doivent y travailler sérieusement. Alors venons-en au secteur économique, le social de la population, Maître Richard. Est-ce qu'aujourd'hui, si on faut parler de l'année ou de 3 années de mandat du chef d'État, déjà consommé le social de la population? Le social, il faut tenir compte de la pandémie d'abord, qui a tétanisé toute l'économie mondiale. Même les pays les plus prospères ont des années, éprouvent des difficultés. La pandémie fait rage en Europe aujourd'hui, malgré leur équipement sophistiqué, avec des comités scientifiques de haut niveau. Mais chez nous, avec ce que nous avons connu depuis 60, où les recherches ne sont pas soutenues, les 2 décennies de la Kabylie qui ont complètement, qui avaient comme mode de gestion la prédation et ont rasé tout ce qui pouvait rester au moins pour le pays, je crois qu'il y a aujourd'hui ce problème d'ordre social qui se pose avec beaucoup d'acuité et le président en est conscient. Le problème, c'est que nous avons eu des ministres de l'économie nationale qui ne semblent pas répondre aux attentes du peuple. Ministre de la Santé, la même chose, malgré les efforts consentis par notre peuple, où on ne sent pas très bien, où c'est que toutes ces dépenses effectuées par l'État, avec même les aides venues de l'extérieur, qu'est-ce que ça a donné pour donner satisfaction à notre peuple? Aujourd'hui, nous avons des difficultés de manger, des difficultés de nous déplacer, et c'est pour cela que le président l'a compris. Il est descendu pour contrôler un peu les effets Tchiléjilou sur terrain. Et il n'y a pas que dans l'espace Kasaï que tout est défoncé, c'est sur toute l'étendue de la République. C'est-à-dire, le travail est immense, il faut que les gens conscients soient affectés, c'est-à-dire des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, comme le président lui-même l'a souligné dans son message à la nation. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a encore des taxes, quelques rames qui viennent. Oui, mais je crois que le président, je dis moi ceci, que le président de la République a prêté serment pour être le fidèle serviteur du peuple. Et je crois que au niveau du gouvernement, ils doivent se réunir, mais
Les contrôleurs du gouvernement, ce sont nos députés et les sénateurs. Ceux qui doivent peut-être réclamer la suppression de cette taxe, disons, de cette redevance. De cette redevance, parce que j'ai entendu un discours d'un soi-disant directeur de cabinet de Kibasa qui ne connaît même, qui n'a aucune idée. Voilà, cet homme-là, soi-disant directeur de cabinet, ne sait pas expliquer sur Radio Okapi ce que c'est le RAM. Donc voilà les gens qui sont là, qui bouffent l'argent de la République, qui ne peuvent pas réfléchir comme il faut pour dire la vérité à notre peuple. Il a balbutié toute l'émission durant. Voilà pourquoi je dis, le président a raison, il faut les hommes, il faut nommer à des postes des hommes qui valent la peine. Voilà, nous recevons ce soir Maître Richard Bondo, il est locuteur politique. Avec lui, nous avons essayé de faire un peu une évaluation par rapport à la situation, par rapport à la marche du pays. Maître Richard Bondo, un dernier mot pour conclure l'émission. Un dernier mot, c'est que aujourd'hui, le peuple congolais est en train de savourer la démocratie. Parce que la liberté d'opinion, les idées des libres penseurs, la liberté de mouvement, les libertés publiques, les droits humains sont garantis. Même si il y a toujours des quoi quelque part, toute œuvre humaine, parce qu'il faut tenir compte de là d'où nous sommes partis. Le pays était dans un abîme très très abyssal. Ce n'est pas par une baguette magique que du jour au lendemain, tout se passe comme si nous sommes un pays de vieille tradition démocratique ou républicaine. Mais il faut, avec le président de la République, que le peuple croit et espère pour un avenir meilleur, radieux. Ok, espérons que le peuple va croire et espérer avec les temps qui restent. Oui, le temps, il peut être court, il peut être long, mais ce temps, nous devons le mettre à profit. Merci, Maître Richard Bondo. C'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité, spéciale fin de l'année. Vous avez compris que nous sommes plus focalisés sur le secteur de la justice parce que c'est votre domaine. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Suivez-nous chaque mercredi à 21h10 et jeudi à 13h30 en rediffusion. Au revoir.